Avec plus de la moitié des forêts du bassin du Congo, la République démocratique du Congo se présente comme étant pays solution face à la crise climatique. Une solution résultante aussi de la capacité de séquestrer le dioxyde de carbone à travers ces forêts. La République démocratique du Congo peut désormais se frotter la main avec sa politique forestière nationale qui a été validée. Est-ce un document qui est salué par tout le monde? On en saura dans quelques instants avec la lecture des experts. Nous allons recevoir sur notre plateau écran vert le professeur Gué qui a été parmi ceux-là qui ont eu à élaborer le premier draft de cette politique forestière nationale. Comment il apprécie cette politique nationale? On en saura dans quelques instants, juste après cette virgule. Professeur. Oui, madame. Bienvenue sur Plateau Écran Vert. Merci. Vous me l'avez soufflé à l'oreille. Professeur Augustin Gué, Bidoc. Oui. En quoi et quoi? Oui, je suis docteur en économie agricole. Je suis aussi docteur en gestion des ressources naturelles. De deux universités différentes, bien sûr. Lesquelles? L'université de Lubumbashi ainsi que l'université de Mariengwabi. C'est un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, nous parlons de la politique forestière de la République démocratique du Congo. Je l'ai annoncé tantôt, c'est une première pour le pays. La RDC a désormais sa propre politique forestière nationale. Vos premières impressions? Pour moi, c'est un sentiment de deuil. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit politique, toute politique n'est pas nécessairement politique, non. La RDC aujourd'hui, en son document... Ça veut dire que toute politique n'est pas forcément... Oui, politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la RDC a son document qu'il estime qu'il peut utiliser pour la gestion durable des forêts. Mais en tant que scientifique, c'est un regret pour nous. Parce que nous nous disons, la façon d'abord que cette validation a été faite, elle n'était pas bonne. Ça s'est fait le même jour où le document a été remis aux participants. Et des exemplaires de politiques ont été remis. Mais si déjà l'élaboration a tout donné, la validation ne pouvait que prendre quelques heures ou Oui, encore, mais lorsque vous me parlez maintenant de l'élaboration, je vous demanderai si possible que je rentre un peu en arrière. En fait, lorsqu'on dit politique forestière aujourd'hui, son objectif, c'est pour la gestion durable des forêts. Et la finalité, c'est quoi? C'est pour le développement. Parce qu'on ne fait pas la politique pour le plaisir de la politique. Je prends d'abord le code forestier de 2002. L'objectif, c'était pour gérer la forêt. Mais en réalité, à l'absence de la politique, on a élaboré le code forestier. Et le code forestier avait comme objectif de gérer durablement la forêt. C'est-à-dire que nous puissions avoir la prospérité sur le plan économique, sur le plan social et puis sur le plan écologique ou bien environnemental. Mais le constat est amer. Vous vous êtes rendu compte, malgré qu'il y avait le code forestier, 20 ans ou 24 ans plus tard, on s'est rendu compte que tous les indicateurs du secteur forêt étaient au rouge. C'était normal parce qu'on évoluait et les codes étaient devenus obsolètes. Il fallait maintenant tenir compte des réalités. Non, même lorsque le code forestier n'était pas encore obsolète, les secteurs étaient toujours dans les difficultés. Aujourd'hui, maintenant, nous avons le code forestier. Vous voulez dire que ça n'a même pas réparé en partie? Ça n'a même pas réparé, au contraire, ça a contribué à amplifier la situation. Parce que la situation sur quel plan exactement? Oui, je vais vous expliquer. Sur le plan écologique, la déforestation aujourd'hui, on a à peu près plus ou moins 1 million d'hectares de forêts que nous perdons. Si nous prenons la période qu'on avait élaborée, si nous prenons, oui, je vais te donner, si nous prenons l'année qu'on avait élaboré le code forestier jusqu'en 2026 aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 20 millions d'hectares qui ont été perdus comme ça. Ça, c'est sur le plan écologique. Si vous regardez sur le plan économique, la contribution du secteur de la forêt sur le PIB est de moins 0,1%. Donc, bref, le secteur forêt ne contribue à rien sur le PIB, à l'économie nationale. C'est un secteur pourvoyeur. Oh oui, un secteur pourvoyeur. Et si vous prenez sur le plan social, vous allez vous rendre compte que la population et la communauté locale continuent encore à s'appauvrir davantage. C'est comme aujourd'hui, pour le concrétiser, on peut dire, Maman Bibiche, la journaliste, on te donne 155 millions d'hectares de forêt. Ça veut dire qu'on te donne les animaux qui sont là-dedans, tout ce qu'il y a comme biodiversité, la capacité de sécréter le carbone, mais tu es dans la pauvreté. Maintenant, on te dit, montrez-nous comment tu peux faire pour devenir riche, montrez-nous comment tu peux faire pour résoudre les problèmes sociaux, et ainsi de suite. Toi, tu amènes un document qui est caractérisé par les aspects institutionnels. Ça veut dire qu'institutionnel? Lorsque je dis les aspects institutionnels, ça veut dire... Parce que lorsqu'on élabore une politique forestière, on part d'un diagnostic. Quel est le problème réel aujourd'hui?
les diagnostics sur les plans social, économique, écologique et institutionnel. Maintenant, à partir de là, on propose maintenant les solutions pour résoudre chaque type de problème. Maintenant, si je parle des politiques institutionnelles, ça veut dire, les premiers axes de cette politique-là, c'est les cadres juridiques. Ce sont des aspects institutionnels. Le deuxième axe, c'est les cadres institutionnels. On dit cadre institutionnel. C'est toujours institutionnel, effectivement, ça représente la gouvernance. Troisième axe, c'est sur l'affectation. Là-dedans, on ne parle que des aspects institutionnels. L'axe qui suit, c'est l'axe de valorisation. Lorsque tu regardes là-dedans, on ne parle rien de développement des chaînes de valeur, ainsi de suite. C'est plus aussi les aspects institutionnels. La coopération institutionnelle, la coordination intersectorielle, c'est institutionnel. Maintenant, dis-moi, comment vous allez résoudre les problèmes sociaux, les problèmes économiques et les problèmes liés à la lutte contre la déforestation, ainsi de suite? Non. Donc, vous avez tapé complètement à côté. Donc, selon vous, le diagnostic a été mal posé? Le diagnostic a été mal posé. Voilà pourquoi même les propositions. C'est comme si les problèmes du secteur forêt de la RDC, c'est un problème institutionnel. Donc, lorsque vous dites que c'est un problème institutionnel, donc on comprend que c'est l'institution qui a pris la part des lions en lieu et place des autres aspects liés à la politique, comme je viens de t'expliquer, sociale, économique. Donc, une politique forestière, même si vous allez au Brésil, en Indonésie, s'ils ont réussi, parce qu'ils ont réussi bien sûr à réduire la déforestation, parce qu'ils ont réussi à poser un bon diagnostic et proposer des bonnes solutions par rapport à ça. On va passer à l'éco-découverte. Éco-découverte. La République démocratique du Congo va dans les tout prochains jours bénéficier de sa politique forestière nationale. Ce document hautement stratégique reprendra la vision claire de la gouvernance dans ces secteurs vitaux. Cet atelier poursuit un objectif global très noble, celui de consolider la solidarité, la participation, l'appropriation de la politique forestière nationale par toutes les parties prenantes, afin d'en garantir une mise en œuvre efficace et partagée. Avec 670 millions d'hectares, soit 2/3 du massif forestier du bassin du Congo, le gouvernement a décidé de réunir les différentes parties prenantes pour des travaux pour la validation de ce document. Les documents doivent avoir le consentement de toutes les parties prenantes. Et comme vous le savez, la forêt, ce n'est pas ici à Kinshasa, c'est à travers la République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous avions voulu, dans le cadre de la validation de cette politique, rassembler toutes les parties prenantes de toutes les 26 provinces. Les forêts de la République démocratique du Congo, une véritable puissance face aux enjeux écologiques actuels qui imposent des contributions de taille et une appropriation active dans la finalisation de la politique forestière nationale. Cette politique doit être au niveau des ambitions du gouvernement d'être le pays solution, via en partie les grandes stratégies, les grandes initiatives présidentielles structurantes que sont le pouvoir vert et le programme La forêt, c'est nous. La meilleure préservation des forêts passe par une politique forestière nationale. Ces travaux pilotés par le ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers le programme de gestion durable des forêts avec l'appui technique et financier de l'AFD, du PNUD et de CAFI et autres partenaires, se clôturent ce samedi. Il est vrai qu'il y a plusieurs axes, mais je vais m'apaisantir sur quelques axes. Mais à vous entendre parler, on peut comprendre que c'est une politique aujourd'hui qui ne reflète pas la hauteur de l'ambition du pays. Non. Oui, c'est une politique qui ne répond pas aux ambitions du pays. Donc la politique forestière telle que vous la voyez là, elle est d'abord scientifique. Ou encore la politique forestière telle que vous la voyez, elle est d'abord mathématique. En fait, qu'est-ce qu'il fallait faire en réalité? Il fallait élaborer une équation mathématique, c'est-à-dire concrètement, ça veut dire, il faut voir, nous voulons améliorer la performance de notre forêt. Maintenant, comme on veut améliorer la performance des forêts, quelles sont les variables qui sont plus significatives et liées à la performance? Et lorsque vous faites cette équation mathématique, vous allez vous rendre compte aujourd'hui, c'est plus les crédits carbone, l'exploitation, la transformation des bois d'œuvre, ainsi de suite. C'est ça des secteurs qui peuvent améliorer la performance des forêts. Maintenant, vous, au lieu de prendre ces variables, comme la politique là est venue de façon spontanée dans la tête des gens, ce n'est pas issu d'une réflexion scientifique. Non.
Donc, ils ont réuni des des gens. scientifiques aussi dans la salle, parce que moi, j'ai vu des scientifiques participer. Là, c'est pour adopter, mais pas pour élaborer. Est-ce que moi, je peux vous poser la question? Bien sûr, ce n'est pas autorisé, mais moi-même, je réponds. Qui est le consultant principal de cette politique forestière? Ben, est-ce qu'on est obligé absolument d'avoir... oui, toute politique dans le monde, dans les pays et tout, s'élabore toujours mais par il y a quand même les un chevronnés de consultant. l'administration aussi qui sont Oui, là. ça veut dire que la politique n'a même pas de consultants, n'a pas de consultant principal qui a élaboré. Donc, c'est un document élaboré par plusieurs personnes. Les chevronnés de l'administration ne pouvaient pas faire le contrepoids. Non, pas les chevronnés. Mais un chevronné de l'administration peut élaborer un document. Comme ça, c'est lui qui répond à tous les désidératas. Mais le document n'a pas été élaboré dans cette logique. C'est juste les concepts, mais comme on n'est pas parlé d'un consultant, mais lorsqu'on sait par exemple qu'il y a des personnes mieux outillées qui ont bien évolué aussi au sein de l'administration publique. Non, je ne peux pas remettre en cause leur qualité, mais ce que je peux déclarer, ça c'est vrai en tant que scientifique, cette politique-là n'a pas été élaborée de façon scientifique. Parce que toute politique, il y a toute une équation mathématique derrière. En RDC, quelle est la cause de la déforestation? L'agriculture itinérante sur brûlé. Itinérante sur brûlé, première cause. Et deuxième cause, c'est les bois énergie. Oui. Ça veut dire que si tu veux résoudre les problèmes de déforestation dans la politique de la RDC, il faut voir comment résoudre ces problèmes d'agriculture sur brûlé et comment résoudre les problèmes des bois énergie. Mais lorsqu'on arrive par exemple au niveau de la valorisation et la conservation, ces deux problèmes que venaient d'être énumérés peuvent être pris en charge par ces deux actes. Très bien. Lorsque vous parlez de la valorisation, les problèmes, ce n'est pas les mots, mais les problèmes, c'est le contenu de ces mots-là. Dans la valorisation, il parle par exemple de valoriser les espèces forestières non connues. Vous comprenez? Comment vous allez chercher d'abord, c'est une bonne chose, mais comment vous allez chercher à découvrir de nouvelles espèces alors que les anciennes espèces, là, vous ne savez même pas comment les valoriser. Si dans la valorisation, ils ont parlé de développement des chaînes de valeur, là, ça pouvait être très intéressant. Chaîne de valeur liée au bois énergie, au bois d'œuvre, ainsi de suite. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. La valorisation des forêts des bois aussi avec le marché crédit carbone, par exemple. C'est ce que je t'ai dit. Il faut que dans cette valorisation, les contenus soient les crédits carbone. Donc, dans la valorisation, il fallait parler des crédits carbone, des bois d'œuvre et des bois énergie. Lorsqu'il parle de la conservation, il fallait qu'il parle aujourd'hui des concessions de conservation. Conservation pour le développement. Oui, mais dans cette conservation, si tu lis là-dedans, on n'en parle pas. Donc, il fallait expliciter, si je vous comprends. Papa, il fallait expliciter et donner une définition au mot. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes majeurs, qu'il y a encore un autre problème, cette politique forestière ne traduit pas l'évolution du monde forestier aujourd'hui en RDC. J'ai parlé par exemple aujourd'hui des concessions de conservation. Qu'est-ce que la RDC veut au juste? Est-ce qu'il veut promouvoir les concessions de conservation ou bien il veut promouvoir les concessions d'exploitation? Et quelle est la période, quelles sont les modalités de transition pour passer d'un type vers un autre? Que dit la politique par rapport à cet axe? La politique n'en parle pas. La politique n'a pas fait un choix. Quelle est la position du gouvernement par rapport à ça? La politique n'a pas fait de choix par rapport à ça. On parle des corridors verts aujourd'hui. C'est à peu près un quart. Oui, on parle d'un quart du territoire national, 500 000 kilomètres carrés aujourd'hui de notre territoire est sous le corridor vert. Est-ce que la politique forestière a tenu compte de cet aspect, de tous ces différents corridors que la RDC a maintenant? Donc, vous voyez que la politique sera heurtée par des différents problèmes liés à ces corridors aussi. Oui, parce que les corridors là bénéficieront d'un statut spécial. Donc, tout ce que vous préparez là, vous préconisez, ne seront pas appliqués nécessairement comme tel dans ces corridors. Donc, vous allez vous retrouver dans votre politique, vous dites autre chose. Dans la réalité aussi, ça se passe autrement. Donc, selon vous, il y a beaucoup d'incohérences. Beaucoup d'incohérences, beaucoup même. Si je dis des documents là, il n'y a que des incohérences. Les défauts, c'est quoi? Parce que comme je viens de te dire, ils ne sont pas basés sur des théories scientifiques pour l'élaborer. C'était des actes que les gens donnent comme ça. Mettez ça, mettez ceci, mettez comme ça. Les gens donnent qui donnaient, vous étiez là? Je peux dire oui et non. Selon les indiscrétions? Oui, je peux dire oui et non. Oui, au départ, ce qui est vrai, moi je peux vous le dire aujourd'hui, la toute première personne qui a mis en place l'ossature, la première ossature, c'est moi. Les premiers drafts, les tout premiers, c'est moi en fait. Malheureusement, c'était squelettique. Il fallait qu'ils attendent qu'on mette ça en musique. Mais ce n'est pas ça. Donc, cette politique manque le feeling. Donc, lorsque vous la regardez, vous sentez que ça manque de l'ingénierie là-dedans. C'est plus des copier-coller, un truc un peu squelettique. C'est dommage, je me dis, comment la ministre va présenter ça même au Conseil des ministres, ou bien comment cela sera présenté à l'Assemblée. C'est parce que vous n'êtes pas convaincu, peut-être parce que vous avez été écarté?
Non, non, pas nécessairement, madame. Les professeurs que vous voyez, c'est un professeur des universités. Donc, son souci, ce n'est pas d'être là en train d'élaborer la politique, non. Mais c'est de prodiguer des conseils parce que la politique n'appartient pas seulement à l'administration, ça appartient à tous les Congolais. Qu'on les veuille ou pas, les conséquences, c'est nous tous qui allons subir cela. Alors, nous comprenons tous que c'est une politique qui est censée refléter l'ambition du pays, surtout la République démocratique du Congo, présentée comme étant pays solution face à la crise climatique aujourd'hui sur le plan international. Oui. Pourquoi n'avez-vous pas approché les experts, par exemple, pour apporter vos contributions? Non, non, ce qui est vrai, les portes étaient fermées au départ, mais il faut m'a donné l'opportunité de m'exprimer. Je me suis exprimé. Il y a même un PV qui a été fait quant à ça, mais ils n'ont pas tenu compte de toutes nos recommandations. Selon eux, que c'était une ligne rouge à ne pas dépasser parce que la politique était déjà validée avant même d'être validée. Donc ce document-là existait déjà. Ça veut dire quoi? Une politique validée avant d'être validée. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire qu'ils nous ont dit, les jours que nous étions là en train de donner nos contributions, que non, les documents est déjà là, ces documents existent déjà, il n'y a rien à modifier par rapport à ceci, par rapport à cela. Et je me suis étonné comment un document qui n'est pas encore validé, mais qui ne peut pas être modifiable. Ça fait à peu près 1 mois ou 2 mois. Mais selon vous, combien de temps faut-il pour élaborer une politique forestière nationale? Pour élaborer une politique, non, la politique forestière a fait plusieurs années. Oui. Ils sont toujours dans les tentatives et tout ça, comment faire et comment. La politique forestière peut être élaborée même dans une durée d'1 mois. Mais la façon de s'y prendre qui pose problème. Oui. On va passer à l'éco-créativité. Éco-créativité. Sangana cha kumpala walumba development wa ditunga dietu environnement wa mushindo wa turini lutatu lomvula kaicheni lokabimba to shiluhero tutu yakana kalwena kabimba to nyama contrat wetu tuli basigné moi 100 hectares 100 hectares tukaji balaborer hectare 80 tukaji bakuna hectare 65. Sur moins d'une année, nous avons pu avec les fermiers privés développer autour de 3,6 millions de plants en pépinière qui ont permis de planter déjà plus de 1600 hectares. Pour ce qui est du secteur privé, vise à mettre en place 35 000 hectares avec à peu près 500 fermiers. Mais tout ce qui a été contracté dans le cadre de la stratégie d'anticipation, c'est autour de 8 000 hectares. Toute l'université de mon master d'agronomie et production végétale. Tout le temps, j'ai profité de la technique de campagne de tout le binto kampanda betu fakatu bamani tobo moji kuteka tobo jibu kushabula ba kugérer pépinière kutangi la date de semis bitu fatenda to profiter adimante kuma be donc banyede bwayani ngamu mala kuita ide ninyeza étude amichara ni ndwa kwenza ma article ni mémoire ni ndonga mo université de Moneditu de mon master 1 agronomie mon gestion des ressources naturelles renouvelables. Il est vrai que vous nous dites que les portes étaient ouvertes pour vos contributions, mais on vous a dit qu'il n'y avait plus oui, on ne pouvait pas changer, on ne pouvait pas, c'était comme ça. Donc c'est comme si la politique là vient d'ailleurs, importée. Oui, c'est comme si c'est une politique importée et qui, voilà pourquoi j'appelle ça un certificat de décès. Vous êtes les seuls à avoir eu cette réponse ou les autres également? Non, nous étions tous dans la salle, on nous a dit on ne peut pas changer, mais il paraît que même pendant la validation, c'était la même chose. On ne touche pas à ceci, on ne bouge pas, alors que la politique est faite pour le développement d'un pays. Il y a beaucoup de choses à reprocher à cette politique forestière nationale, entre autres vos contributions, vos recommandations pour qu'elles soient aujourd'hui à la hauteur de la vision du pays. Oui. C'est que je peux dire que leur politique manque de l'ingénierie là-dedans. Concrètement, ça veut dire, sur le plan économique, ça va, ils doivent introduire des outils ou bien des instruments économiques qui peuvent démontrer clairement comment cette politique-là peut aider que la forêt puisse contribuer davantage au PIB. Donc, le Gabon, par exemple, est déjà à 7%. Il n'y a pas d'indicateur de suivi dans cette politique-là. On dit on va améliorer, on va faire ceci, mais à quelle hauteur? Aujourd'hui, nous nous attendons avec cette politique d'augmenter les PIB, de multiplier les PIB par combien? Nous ne savons pas. Qu'est-ce que la RDC veut aujourd'hui avoir comme superficie
des concessions d'exploitation. On ne sait pas. Dans les 155 là, combien on aura de concessions de conservation? Donc nous sommes en train d'aller à l'aveugle. On veut que quelle province soit spécialisée dans la conservation, quelle province soit spécialisée dans l'exploitation. Ce n'est pas connu. Maintenant, imaginez-vous un pays où rien n'est connu, rien n'est déterminé. Vous allez vous développer comment? C'est pratiquement impossible. Même si le plan social, on reconnaît les droits. Mais maman, il ne suffit pas que je reconnaisse tes droits pour que toi, tu puisses en bénéficier. Comment faire pour que cette communauté puisse bénéficier réellement de ses droits? Comment s'arranger pour que la répartition soit équitable des revenus entre les membres de la communauté? Tout ça, ce n'est pas dit. Alors, selon vous, quels pouvaient être les axes prioritaires de ces politiques forestières, s'il fallait l'amender? Très bien, très bien. Merci beaucoup. C'est ça même, la RTT. Les premiers axes prioritaires, comme je vous avais dit, c'est par les axes que moi je donne. Contrairement à eux, les axes que moi je donne sont appuyés par un raisonnement scientifique et un modèle mathématique. Les premiers axes prioritaires, ça doit être l'axe, la gouvernance. Pourquoi la gouvernance? Parce que les problèmes, d'abord, de la RDC du secteur forêt, c'est le problème lié à la gouvernance. Et qui dit gouvernance? C'est tout ce qu'ils ont comme 7 axes-là. Les 7 axes qu'ils ont, ça doit être résumé dans un seul axe qui est appelé la gouvernance. Après la gouvernance, donc sur les plans institutionnels, on doit voir le deuxième axe qui doit refléter les sociales. Donc lorsqu'on dit social, on doit voir l'inclusion sociale, voire même la répartition des revenus entre les membres de la communauté. Le troisième axe doit être l'aspect économique. Économique, là, je vois l'exploitation des bois d'œuvre, comment on peut aller à la transformation plus poussée d'exploitation des bois d'œuvre, qu'est-ce que nous voulons avoir comme superficie des forêts sous exploitation. L'axe qui suit doit être la conservation. Lorsque je vois la conservation ici, je vois tout ce qu'on peut gagner comme crédit carbone là-dedans. L'axe qui suit doit être l'axe ingénierie climatique. Là, c'est très important, parce que chaque fois que vous allez dans des conférences et tout, il faut prévoir cela. Et l'axe qui vient après, c'est l'axe financement. Vous voyez? Le financement, ça veut dire quoi? C'est différent de ce qu'ils ont écrit comme financement. Et leur financement, c'est l'axe de Bisenga-Senga. Vous n'avez pas la coopération. Coopération veut dire Bisenga-Senga, c'est ça. Pas nécessairement. C'est ça, en fait. Mais on doit changer maintenant les paradigmes. Donc la RDC, la forêt, c'est un capital. Nous devons mettre en place des mécanismes pour que notre forêt, si ça peut être financé à la première année par les différents partenaires, mais que la deuxième année, la forêt soit capable de générer des fonds pour que ça s'autofinance. Alors, j'aimerais que tu me parles aussi de cette politique forestière nationale face aux accords internationaux. Comment elle se comporte? C'est quoi son poids? Oui, par rapport à tous les accords internationaux, cette politique-là nous amène dans les gouffres. Si je dis dans les gouffres, en réalité, ce n'est pas une politique, c'est une vision. Ce qu'ils ont élaboré là, c'est pratiquement ce qu'on peut appeler en français une vision. Selon vous, c'est quoi la différence entre une vision et une politique? Une vision, c'est un objectif à long terme. Mais la politique, en dehors de cet objectif à long terme, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place pour atteindre cette vision-là. Et si tu regardes la vision de notre politique, c'est une vision ambitieuse. On parle de gestion durable, on parle de soins des climats et tout. Mais lorsque tu regardes les axes, c'est comme la cuisine d'une politique. Les axes, ce sont des combinaisons que vous allez faire pour atteindre la vision. Donc, sur les plans des accords internationaux, nous n'allons pas réussir à respecter ces accords, voire même la lutte contre la conservation et la lutte contre la déforestation. C'est impossible avec un axe, on va lutter contre la déforestation. Madame, vous avez vu les axes. La conservation, on sait qu'il y a le processus RED au niveau de la République démocratique du Congo qui évolue. Mais qu'est-ce qui est dit là-dedans? On ne parle pas de votre conservation que vous connaissez, non. Il faut voir là-dedans qu'est-ce qu'ils ont mis. Donc, si tu regardes tous les accords de Paris, de ceci, de cela, même votre CDN, vous allez vous rendre compte que cette politique ne vous permet pas de remplir, comment je peux dire, de respecter ces accords. Et la conséquence, c'est quoi? Vous aurez des problèmes au niveau international. Parce qu'on va vous poser la question. Oui. Donc, voilà pourquoi l'ensemble de tous ces différents problèmes, ça me permet de baptiser cette politique d'un certificat de décès. Un mot sur le foncier. On n'en parle même pas là-bas. Les fonciers, on n'en parle même pas. Bien sûr, ils vont me dire qu'il n'y a pas de coordination intersectorielle. Mais c'est un peu vague. Il y a possibilité de se rattraper? Il y a possibilité de se rattraper, mais une politique du pays ne s'élabore pas par défi. Ça ne s'élabore pas par défi. S'ils peuvent s'arrêter et comprendre, écouter tout ce que nous sommes en train de leur faire comme recommandation. Qui a défié qui?
Donc, c'est-à-dire, lorsque vous continuez à évoluer, sachant bien sûr que les documents que vous tenez, ça tenir compte des orientations qu'on vous donne. Parce que nous, madame, ce qu'on leur demande, ce n'est pas une demande d'emploi, non. Nous, on est des chercheurs multi-universitaires. Donc, nous, on n'a pas de problème avec l'emploi, non. Mais on leur demande d'écouter ce qu'on leur dit. Parce que s'ils n'écoutent pas, ce qui va arriver après, c'est la catastrophe. Donc la catastrophe, on peut comprendre qu'il sera donc impossible de gérer durablement nos forêts telles que nous Au contraire, la déforestation va encore augmenter. Tous les problèmes des forêts seront encore là. Vous aurez des problèmes au niveau international. Ça va vous créer trop de problèmes. Apprenons ensemble dans Concept Vert. Concept Vert. Une politique est un ensemble d'orientations, de décisions et d'actions prises par une autorité pour atteindre des objectifs précis dans un domaine donné. Professeur Gueye, nous sommes presque à la fin de notre émission. Il ne nous reste plus que près de 5 minutes pour clôturer nos échanges avec vous aujourd'hui. Alors, à vous entendre parler, vous avez évoqué plusieurs défis, l'exploitation illégale du bois, la déforestation, il y a l'agriculture itinérante surbrûlée à la recherche du bois énergie, il y a le faible contrôle de l'État, parce qu'on sait que c'est un pays continent, c'est pas facile, et aussi la corruption dans ces secteurs, et le manque de moyens techniques et financiers. Ce sont là, de façon sommaire, si on peut comprendre comme ça, les défis majeurs liés à ces secteurs forestiers. Alors vous, en tant que spécialiste du secteur aussi, votre lecture rapidement. En fait, mon souhait est que nos amis, nos collègues qui sont de l'autre côté, en train de s'occuper de la réforme forestière, je préfère parler de la réforme, parce que c'est toute une suite logique pour tenir compte de tout ce que les gens sont en train de faire comme proposition. Parce qu'ils ne perdent rien. Si aujourd'hui, il y a des problèmes dans les secteurs forêts, ça veut dire nous tous, nous serons affectés. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous utilisons, même les matins ici, nous tous, nous avons utilisé les bois, et nous avons utilisé les macalas dans nos maisons et tout. Maintenant, regarde tout autour de la ville. Il n'y a plus de forêts. Or, la démographie est toujours en train d'augmenter. Ça veut dire que demain, il y aura un problème. Or, c'est le moment maintenant d'avoir une approche prospective pour voir comment ils peuvent anticiper ces différents problèmes. Moi, je vous informe qu'il y a les macalas qui viennent des Bandundu, de l'Équateur, aujourd'hui même des Kisangani. Quelle est la solution par rapport à ça? Si vous ne trouvez pas la solution par rapport, vous ne proposez pas la solution par rapport à ça, il n'y a pas un axe par rapport à ça, rassurez-vous que la forêt continuera toujours à disparaître. Parce que même les forêts de conservation qui sont à Maïndombe avec les professeurs que je respecte beaucoup, le prof Boango, Yenemina, professeur, ça sera menacé. Parce que dites-moi comment nous, on manquera les bacala alors que lui est en train de conserver des forêts. Même s'il y a des cadres des militaires ou de sécurité, il y aura un problème qui va se poser avec la société. Parce qu'on finira toujours par couper ces arbres-là et fabriquer les bacala. Vous comprenez? Si la population cède bien entendu les communautés locales, parce que la conservation ne peut se faire sans l'apport des communautés locales. Mais même cette communauté locale, si son problème n'est pas résolu en termes énergétiques, il finira toujours par la fraude menacer cette forêt. Donc voilà pourquoi, lorsqu'on veut élaborer une politique forestière, ou bien faire la réforme de certaines forêts, il faut avoir une approche systémique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une approche centrée sur l'administration, trop institutionnelle. Non, 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 non. Il faut réfléchir sur tous ces différents aspects et élaborer un modèle systémique. Voir comment, devant les différents défis que nous avons, comment nous pouvons mettre tout en musique pour atténuer tant soit peu les problèmes que nous avons. Et maintenir notre position des pays solutions. Vous dites les pays solutions. Aujourd'hui, moi, je peux dire que la RDC est un pays problème. C'est le contraire des pays solutions. Oui, oui, sur le plan climatique, la RDC est un pays problème. Mais jusque-là, quand même... Oui, je vais vous expliquer pourquoi la RDC est un pays problème. Parce que pour être un pays solution sur le plan climatique, la RDC doit contribuer à la séquestration des carbone. La RDC, je vais vous expliquer, non? De façon naturelle, la RDC contribue à l'équilibre climatique. Mais si chaque année nous perdons 1 million d'hectares, ça veut dire, non, on contribue à séquestrer, mais on pouvait contribuer plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Mais malgré la perte du couvert forestier, on peut comprendre qu'on a quand même des services écosystémiques qu'on rend aujourd'hui au monde.
Tu as des indicateurs. D'une manière ou d'une de autre. quel service parce que écosystémique? nous savons que, je parle des forêts, par exemple. Vous avez parlé avec la capacité de nos forêts, la possibilité de à séquestrer le carbone. Exactement. Oui, ça c'est vrai, nous de façon avons naturelle. Les tourbières aussi. Nous avons des tourbières aussi. Voilà pourquoi je vous dis, non? Toutes ces capacités-là existent de façon naturelle. Mais ce que l'homme fait tous les jours, il est en train de réduire ses capacités. Vous voyez? Donc, par exemple, si on dit la déforestation d'1 million d'hectares aujourd'hui, ça veut dire que c'est la réduction même des capacités de séquestration. Mais pas comparable aux pays industriels, jusque-là. Bon, cette analyse, je l'ai fait une analyse absolue, pas une analyse relative. Mais si on regarde même sur le plan de comparaison par rapport à tous les différents pays des bassins du Congo, les pays problèmes, c'est la RDC. Vous voyez? Pourquoi? Parce que si vous regardez le taux de déforestation de la RDC est élevé en termes de pourcentage. Maintenant, regarde, si le taux est élevé en termes de pourcentage, égale la superficie. Il ne faut pas voir seulement les pourcentages. En RDC, la superficie sera beaucoup plus grande qu'à Brazzaville, qui est un petit pays. Donc, ce que nous devons faire aujourd'hui, que nous puissions nous battre pour que réellement la RDC reflète sa position de pays solution. Ben, jusque-là, pays solution est un slogan. Quel est le contenu que nous allons donner à ces pays? Oui, par rapport au contenu, là, on vous comprend, mais aussi par rapport aux minerais stratégiques que nous détenons, à même d'assurer la transition énergétique. Même si le plan des minéraux, madame, nous avons ces minéraux. Mais aujourd'hui, à la RDC, la politique dans les secteurs miniers, c'est une politique extractive. C'est-à-dire, nous exploitons, ça va, pour exporter les minéraux sous forme brute. Ça aussi, c'est un problème. Parce que lorsqu'on exporte les minéraux bruts, on exporte l'emploi. On crée la pauvreté. Il ne faut pas voir les semblants des minéraux que vous voyez. La richesse d'un pays ne se reflète pas par les ressources que les pays possèdent, mais par la capacité de transformer ces minéraux. Ouais. Or, cette capacité-là, chez nous, en RDC, est faible. Même dans la vote politique forestière, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors, je vais terminer par cette question. La forêt, c'est nous, c'est le nouveau projet ou programme présenté par la ministre de l'Environnement, du Développement durable, l'économie du climat. S'il faut comparer ces concepts par rapport à la République démocratique du Congo comme étant pays solution, lesquels des concepts faudra-t-il soutenir et mettre en avant? Non, les deux concepts peuvent être soutenus parce que la République du Congo comme pays solution, c'est un slogan, mais c'est plus diplomatique. Oui. Donc, c'est un slogan pour vendre les pays. Mais ce qui est intéressant, il faut qu'il y ait un soubassement des bonnes politiques, des bonnes pratiques pour que ce slogan puisse avoir des sens. Par contre, la RDC, la forêt, c'est nous. C'est un projet où je peux appeler, c'est un programme. Maintenant, c'est à son excellence et son équipe de voir comment il peut matérialiser ça dans les concrets. Parce que jusque-là, c'est un vaste programme qui a aussi du mal à être bien vulgarisé. C'est à elle de voir comment elle peut matérialiser. La RDC, malheureusement, tout est en chantier. Pays solution en chantier, la forêt, c'est nous, c'est toujours en chantier. Mais couloir vert, je peux dire, toujours en chantier, parce qu'il n'est pas pris en compte par la politique forestière. Donc, ça veut dire un quart des forêts de la RDC sera dans les couloirs verts. Mais vous êtes en train de réfléchir sans tenir compte des couloirs verts. Vous allez où? Parce que lorsque vous allez appliquer votre politique là où il y a les couloirs verts, on vous dira non. Nous, ici, dans les couloirs verts, nous avons un régime spécial. Et les couloirs verts, vous savez que même le fleuve Congo est dans les couloirs verts. Les poissons sont dans les couloirs verts. Vous aussi, vous êtes dans les couloirs verts. Oui, dans les couloirs verts. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, voilà les différents défis auxquels nos amis, bon, je les comprends, ils ont pris une approche institutionnelle, administrative. Ils devaient en tenir compte pour que nous puissions réussir à développer notre pays. Professeur Augustin Gué, nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. Non, c'est moi qui vous remercie, madame. À la prochaine. Merci beaucoup. Combien de minutes? Mon idée pour la planète.